Bonjour, bon week-end, bienvenue en Basse-Normandie dans votre émission La Voix est libre. Alain Lambert, le président du Conseil général de l'Orne, est notre invité ce midi. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. La décharge GDE de Nonanlepin a été une fois de plus dans l'actualité cette semaine. Vous avez été mis en cause par les opposants à cette décharge. C'est la première fois que vous acceptez d'en parler depuis les récents épisodes. Nous serons en duplex d'ailleurs au cours de cette émission avec Hugues Moutou, le directeur délégué de GDE, et Jacques Carle, le porte-parole des opposants à cette décharge. Chenu nous accompagne. Bonjour Chenu. Bonjour Franck. Vous êtes conscient que vous allez animer une émission historique. Alors, en cette année de double commémoration, le président du Conseil général de l'Orne, Alain Lambert, sort de sa tranchée sous le feu nourri de ses adversaires. Alors, je pense qu'on pourra récupérer les douilles d'obus pour les mettre dans la décharge de GDE si elle existe encore. Un commentaire, Alain Lambert? Non, je suis très pacifique pour ce qui me concerne. Heureux d'être là, à votre invitation, et j'y viens régulièrement, donc pas de problème. Alors, on va rappeler les différents épisodes de ce dossier GDE dans quelques instants, avec justement ce bras de fer entre les opposants et la direction de GDE, mais également avec vous-même, puisqu'il y a des échanges de plaintes entre les associations qui sont contre cette décharge et vous. J'ai envie de vous demander, pour commencer, dans quel état d'esprit vous êtes ce midi? Excellent, pourquoi? Parce que on pourrait vous penser révolté. Non, vous savez, il y a des cabales qui déshonorent plus leurs auteurs que leurs victimes. Donc, en conséquence, moi, je suis serein. Dès lors qu'une plainte a été déposée contre moi, j'en ai déposé une contre les auteurs de cette plainte. Je suis dès lors soulagé. Je m'en remets à la justice de mon pays. J'ai confiance dans la justice et je pense qu'elle nous aidera à faire valoir la vérité. Est-ce que vous acceptez ce midi que l'on revoit quelques images de ce qui a provoqué cette plainte, à savoir un magazine diffusé sur notre chaîne France 3. C'était le 24 septembre dernier, le magazine Pièce à conviction. Le journaliste, on va revoir la séquence, vous demande de vous expliquer sur un courrier que vous avez envoyé, vous l'avez confirmé, le 7 mai 2011 à la ministre de l'écologie pour lui demander, en clair, de ne pas faire appel de la décision, on va expliquer, du tribunal administratif qui a confirmé l'ouverture de la décharge GDE. Certains ont traduit que Alain Lambert était impliqué dans le dossier, qu'il favorisait l'implantation de GDE. On revoit la séquence et on en parle dans un instant. Vous voulez pas me commenter juste... Merci. Vous voulez pas me commenter ce document? Au revoir, monsieur. Vous voulez pas me le commenter? Au revoir, monsieur. Il y a eu récemment une actualité. Au revoir, monsieur. Alain Lambert, vous souriez aujourd'hui, mais vous avez refusé de répondre aux questions du journaliste. Mais le contexte était le suivant. Ce journaliste arrive dans une cérémonie qui est celle de la mémoire de mon prédécesseur Gérard Burel et me propose une interview sur le thème de la journée Gérard Burel. Interview que j'accepte. Je découvre qu'il veut me parler d'autre chose. J'ai trouvé que la méthode n'était pas acceptable et donc j'ai refusé de parler. Mais aujourd'hui, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, vous acceptez donc de parler et de lever quelques zones d'ombre, peut-être, sur ce dossier, et notamment ce courrier auquel je faisais référence dans un instant, envoyé à la ministre de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet. C'était le 7 mai 2011. Vous l'avez bien écrit, ce courrier? Confirmé. Ce crétin de journaliste que vous venez de diffuser là dit, Monsieur Lambert, vous écrivez à la ministre pour lui demander de ne pas faire appel. S'il avait lu le premier paragraphe de cette lettre, il aurait pu voir que le délai d'appel était expiré. En conséquence, m'accuser de demander à une ministre de ne pas faire appel alors que le délai est expiré est au moins une incompétence professionnelle crasse, à moins qu'on veuille faire autre chose. Dans la réalité, ce que j'ai demandé à la ministre, dès lors que la décision qui avait l'autorité de la chose jugée autorisait l'ouverture, c'est que le cahier de prescription puisse être pris par arrêté préfectoral, afin que, justement, tous les opposants puissent déférer devant le tribunal administratif les prescriptions qui seraient prises par le préfet.
Alors, cette décharge de GDE fait l'objet d'un véritable feuilleton que la presse suit, la presse locale, nationale. Il y a beaucoup d'articles encore cette semaine et ce bras de fer qui se poursuit entre les opposants et la direction de GDE. Je rappelle le contexte, une décharge de 55 hectares destinée à accueillir 150 000 tonnes de résidus de broyage de l'automobile sur un site qui est contesté par les opposants parce qu'il se trouve au milieu d'une zone de haras, près du haras du Pin. Avez-vous été justement un des acteurs de l'implantation de GDE? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Je vais vous demander de commenter, si vous voulez bien, ce que vous avez écrit en 2007, cet avis favorable du Conseil général dans lequel vous dites ce projet est compatible avec le plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés dans l'Orne. Est-ce qu'à l'époque, en 2007, l'implantation de GDE quelque part, ne faisait pas polémique et c'est pour ça que vous avez écrit cela? Alors, l'implantation ne faisait tellement pas polémique que lorsque le PEDMA, ce plan d'élimination des déchets, a été examiné par le Conseil général sous la présidence de Gérard Burel, ce centre d'enfouissement est cité dans le document. Il n'y a pas une seule intervention d'un conseiller général sur le sujet. Et lorsqu'il est demandé au Conseil général si le centre d'enfouissement est contraire au PEDMA, la réponse est non, elle n'est pas contraire au PEDMA, puisqu'il a même été évoqué dans le PEDMA. Mais est-ce que vous avez conscience à ce moment-là, Alain Lambert, que vous allez autoriser une décharge géante au milieu d'une zone protégée, une zone de haras? Je ne peux pas en avoir conscience puisque je ne connais pas le dossier. Ce dossier a été instruit du temps de mon prédécesseur. La lettre, qui a d'ailleurs été publiée la première fois de manière falsifiée, je vous le rappelle, cette lettre est datée, je crois, du jour de ma prise de fonction. Vous vous doutez bien que si le dossier a été instruit pendant un mois avant que je devienne président du Conseil général, je ne peux à l'évidence pas la connaître et en même temps, je ne l'ai pas signé puisque c'est la griffe du Conseil général qui a été Mais est-ce que vous reconnaissez ce midi que quelque part c'était une erreur? Mais ça ne peut pas être une erreur lorsque vous n'êtes pas informé d'un dossier. Et aujourd'hui, quand Patrick Musat, excusez-moi, je n'ai connu le dossier qu'en 2009. On peut ou on peut ou on ne veut pas me croire. En tout cas, l'enquête de la justice permettra de le faire savoir et de le faire valoir. Je n'ai connu le dossier qu'en 2009. Et quand, la semaine dernière, Patrick Musat, un des conseillers généraux de votre majorité, vous demande de prendre une délibération contre la décharge GDE de Nonant-le-Pin, et vous dites non, ce n'est pas le rôle du Conseil général. Comment on peut le traduire? On le traduit par le fait qu'il ne faut pas faire délibérer les assemblées sur les sujets qui ne sont pas de leur compétence. Vous savez, j'ai été conseiller municipal d'Alençon avant d'être maire d'Alençon. Et nous délibérions sur des sujets tels que le climat politique en Amérique du Sud, etc. Et nous consacrions 2 ou 3 heures à tous ces sujets. Et donc, j'ai eu une résolution depuis toujours, c'est que nous ne discutons au Conseil général que des sujets de la compétence du Conseil général. Alors, il y a. J'ai proposé d'ailleurs qu'on publie un communiqué de presse pour ceux qui voulaient le signer. Je constate d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de communiqué de presse de publié. Et quand la région, elle, prend justement une motion contre GDE, contre cette décharge, elle n'est pas dans son rôle. Mais la région fait ce qu'elle veut. Si j'étais président du conseil régional, je ne le proposerais pas. Mais de toute façon, vous savez, ne croyez pas que j'invente une manière de faire. J'ai hérité d'une manière de faire de Gérard Burel, qui est un homme pour lequel j'ai un immense respect. Il y a eu d'autres décharges dans l'Orne. Il y a celle des ventes de bourse. Gérard Burel s'est toujours refusé à ce que ce sujet soit voté en Conseil général. Et donc, je m'inspire des bons conseils qu'il m'a donnés. Est-ce que cette décharge est au mauvais endroit? Lorsque j'ai eu connaissance de ce dossier en 2009, et que j'ai essayé de concilier tous les points de vue, je me suis rapproché de la SAFER pour savoir s'il y aurait des terrains à un autre endroit, etc. Et alors? En fait, il s'est révélé qu'il n'y en avait pas. Je n'ai pas trouvé de solution, même s'il ne me revenait pas d'en chercher, pour être franc. Alors, il y a quelques jours, j'y faisais référence au début de l'émission, les opposants ont déposé une plainte contre vous et votre ancien directeur de cabinet, Alain Pelleret, pour prise illégale d'intérêt et corruption passive. C'est la première fois que vous acceptez d'en parler. Vous avez vous-même porté plainte pour dénonciation mensongère et calomnieuse. En clair, ce midi, vous dites « je n'ai rien à me reprocher », c'est ça ?
Je vous dis, sur ce que j'ai de plus cher au monde, que je ne suis jamais intervenu auprès du gouvernement ni auprès de l'autorité préfectorale pour favoriser cette implantation. Je ne suis jamais intervenu auprès de la ministre pour empêcher qu'elle fasse valoir ses droits. Je ne suis jamais intervenu auprès de la justice. Je n'ai exercé aucune influence pour inverser le point de vue des uns ou des autres. Et pourquoi, en 2007, excusez-moi d'insister, vous avez signé cet accord? Vous savez ce que c'est qu'une griffe? C'est un tampon. Le jour de ces documents, j'étais sur votre plateau. Vous pouvez le vérifier. Alors, c'est le jour où je deviens président du Conseil général. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne peux pas avoir connaissance de l'instruction d'un dossier qui a été instruit par votre prédécesseur. Mais, oui, mais oui. Est-ce que votre ancien directeur de cabinet, Alain Pelleret, aurait pu profiter de l'implantation de la décharge G2 de Nonant-le-Pin? Pour ma part, je ne le pense pas. Je sais qu'il est mis en cause au regard de ce sujet. Moi, je le connais déjà depuis longtemps. J'ai eu 10 ans à mon service à la mairie d'Alençon. Gérard Burel l'a eu 7 ans. Lorsque je suis revenu au Conseil général, je l'ai retrouvé. Cet homme a toujours eu une attitude parfaitement respectable. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait des liens avec GDE déjà? Non. Il a reconnu lui-même qu'il possédait des parts dans la CEPS. C'est une société de traitement et de recyclage de la ferraille qui travaille pour GDE. Et les opposants cherchent à savoir s'il a pu justement tirer profit de l'implantation de cette décharge GDE à Nonant-le-Pin. On pourrait faire le raccourci rapidement. Mais écoutez, il appartient à la justice de rechercher les cas de corruption ou de conflit d'intérêts. Moi, je fais confiance à la justice de mon pays. Ce que je n'accepte pas, ce sont les mises en cause purement gratuites. La calomnie est vraiment quelque chose qui doit être condamné. Or, je suis désolé de dire qu'il y a quand même dans les opposants GDE des utilisations de la calomnie qui sont indignes. Vous m'entendez bien? Indignes. On n'a pas le droit de porter atteinte à la dignité des personnes gratuitement. C'est honteux. Ceci devrait être sévèrement sanctionné par les tribunaux. Et j'espère que ça le sera. Alors, de nombreux élus de la région, en tête desquels on trouve le président de la Basse-Normandie, Alain Lambert, Laurent Beauvais, pardon. Vous anticipez, là. Oui. En appel à la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, pour qu'elle ordonne la fermeture de cette décharge. Je ne suis pas spécialiste de ce droit. Je pense que les ministres doivent agir en fonction des lois de la République. Et c'est une grave erreur, même quand on est président de conseil régional, de penser que les ministres ont des pouvoirs supérieurs aux lois. Les ministres ont pour premier devoir, j'ai été ministre, ont pour premier devoir de respecter les lois de la République. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans ce sujet, c'est qu'il y a des lois et qu'elles doivent être respectées. Il y a une justice pour vérifier que les lois sont respectées. Vous dites, j'ai été irréprochable, c'est ça? Je n'ai jamais joué un rôle dans l'implantation, j'ai jamais été un acteur de l'installation de cette décharge GDE. Je n'ai jamais influencé qui que ce soit. Je ne vais pas, quand même, à 67 ans, entamer une carrière de corrupteur. Non, franchement. J'ai toujours fait dignement. Vous savez, je n'ai exercé que des métiers sous serment. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous pouvez violer le serment que vous avez prononcé, vous n'allez pas devant un tribunal correctionnel, mais vous allez devant les assises. Et donc, depuis mon jeune âge professionnel, je sais ce que vaut un serment. Et c'est pour cela que ceux qui m'accusent de corruption ne se rendent pas compte de la portée de leur accusation, et ça pourrait leur coûter très cher, croyez-moi. Alors, on va vous retrouver dans un instant, Alain Lambert, puisque je rappelle que c'est la première fois que vous intervenez depuis cette mise en cause dans ce dossier GDE et depuis cette plainte déposée par les deux associations de défense des éleveurs et des riverains autour de cette décharge GDE. Je vous propose d'écouter à présent les deux principaux acteurs de ce dossier, à savoir la direction de GDE et les opposants. On va commencer par Hugues Moutou pour GDE. Hugues Moutou, bonjour. Vous êtes le directeur délégué de GDE. Le bras de fer s'est poursuivi cette semaine avec les opposants à cette décharge de Nonant-le-Pin. Le 6 octobre dernier, les forces de l'ordre faisaient évacuer l'entrée du site, un site qui est occupé depuis presque un an. On a vu des camions revenir sur cette décharge. Hugues Moutou, est-ce que vous dites que vous préparez la réouverture de la décharge ? Écoutez, le site a été donc bloqué depuis un an de façon illégale
par les opposants. Les forces de l'ordre sont intervenues à notre demande il y a un peu plus de 10 jours maintenant. Et l'heure actuelle est à l'état des lieux des dommages qui ont été subis par cette structure industrielle du fait d'un défaut d'entretien, puisque nous n'avions pas la possibilité d'entrer sur le site, tout simplement. Les opposants pensent que vous cherchez à faire disparaître certaines preuves de pollution depuis que vous avez de nouveau accès au site. Que leur répondez-vous, là aussi ? Vous savez, ça fait à peu près 1 an qu'on subit des dénigrements systématiques, la théorie du complot. On a même, vous savez, dû casser la dalle pour voir s'il n'y avait pas un cadavre sous la dalle de béton. Donc on n'est pas à une affabulation près. Simplement, le site a été ausculté centimètre carré par centimètre carré. Chaque décilitre d'eau a été étudié, expertisé. Très honnêtement, le site ne pollue pas. Et pourquoi avoir érigé un mur devant l'entrée de c'est... la décharge, Monsieur Moutou ? Pardon ? Pourquoi avoir érigé un mur devant l'entrée de la décharge ? C'est tout simple, c'est pas un mur, ce sont des plots qui servent à éviter, bien évidemment, une nouvelle occupation illégale du site. Ça paraît tout à fait logique. Si des personnes s'installent régulièrement dans votre jardin et que vous arrivez, grâce à l'usage des forces publiques, à les faire déguerpir, vous prenez quelques mesures simples pour éviter que cela ne se reproduise. Voilà, c'est tout. Si vous voulez, nous sommes dans une propriété privée. La justice a reconnu que nous avions le droit d'exercer les droits de propriété de tout un chacun. Nous ne sommes pas au-dessus, mais pas en dessous des lois. Et nous entendons tout simplement pouvoir exercer normalement, tranquillement notre activité. Alors, sous contrôle, et c'est prévu par la loi et c'est prévu par l'arrêté préfectoral, sous contrôle des autorités de l'État, sous contrôle également des différents partenaires, cela peut être des associations. Tout est bien cadré, vous savez, par la loi en 2014. Vous avez estimé... Nous tout simplement exercer, dans le respect des lois et des règlements, notre activité industrielle. Et si je puis me permettre, de quoi parle-t-on ? On parle d'un site de tri et de stockage de déchets non dangereux, comme il en existe à peu près un peu moins de 300 en France aujourd'hui. Or, le site de Nonant-le-Pin est le plus exemplaire. C'est le dernier né, c'est la dernière génération des sites de stockage de déchets non dangereux. Qu'est-ce que c'est qu'un déchet non dangereux ? Ce sont des véhicules usagés qui ont été dépollués, qui sont stockés. Vous avez estimé vos pertes, Hugues Moutou, à 1 300 000 € par mois. Quel est le dommage, je dirais, complet ? Quel serait le préjudice complet ? À combien vous le chiffrez ? Écoutez, c'est très compliqué parce que vous le dites, il y a d'une part un dommage matériel, des coûts de structure, des manques à gagner, puisque pendant 1 an, bien évidemment, nous n'avons pas pu alimenter ce site en déchets automobiles usagés et nous nous sommes tournés vers nos concurrents. Et puis, il y a un dommage d'image qui est terrible. Mais combien donc, pour ça le fera, moment, au bout du le compte ? chiffrage est un chiffrage qui comprend à la fois les coûts et le manque à gagner. Et il tourne, vous l'avez dit, autour d'1,3 million. Nous avons engagé 2 types de procédures d'indemnisation. D'une part, contre l'État, bien évidemment. Nous avons obtenu d'ailleurs une première provision et nous allons le faire de façon systématique. Donc ça sera renouvelé. Et puis nous avons engagé également une procédure à l'encontre des bloqueurs eux-mêmes. Merci Hugues Moutou d'avoir répondu à quelques questions. On suivra les différents épisodes et notamment le résultat de l'appel qui sera rendu le 3 novembre prochain. Merci. Merci beaucoup. Alors, Alain Lambert, quand le directeur délégué de GDE dit qu'il faudra dédommager l'entreprise s'il n'y a pas cette ouverture, vous dites c'est au contribuable justement qu'il reviendra de payer la facture ? Écoutez, pour autoriser une ouverture, c'est l'État qui est responsable. Pour payer les pots cassés d'une non-ouverture, c'est l'État qui est responsable et je n'ai pas de point de vue à émettre là-dessus. Sinon, que finalement, ça me donne une bonne idée. Parce que si on me versait 1 million de dommages et intérêts, 1 million d'euros, pour justement avoir porté atteinte à mon image, je ferais don de ce million pour la réhabilitation du Haras du Pin. Il y a une autre question qui est posée, c'est où mettre ces déchets ? C'est une question de fond, parce qu'au-delà de la polémique, il y a où place-t-on ces déchets ? Il faut bien s'en débarrasser, il faut bien les retraiter, il faut bien les stocker. Je crois qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que la technologie progresse en la matière et que les besoins en volume d'enfouissement fondent chaque année et que probablement au terme de 10, 15, 20 ans, les besoins seront beaucoup moins importants que ceux d'aujourd'hui. Cela étant, comme vous le dites, il faut aujourd'hui trouver des solutions.
Alors, dans un souci d'équilibre, comme on l'a promis, on va écouter à présent les opposants à cette décharge de Nonant-le-Pin. On a interviewé Jacques Carle, justement, qui est le porte-parole des deux associations. Avec nous, donc, en duplex de Paris, Jacques Carle. Bonjour, vous êtes le porte-parole des associations qui militent contre cette décharge de Nonant-le-Pin. Vous dites que cette décharge est dangereuse, alors que GDE annonce qu'elle est exemplaire en matière de respect de l'environnement. Qui croire? Pourquoi, selon vous, les habitants, c'est ce que vous dites, sont en danger? Écoutez, cette décharge est dangereuse à plus d'un titre. Tout d'abord, GDE dit et clame qu'elle est construite sur une épaisseur de 100 mètres d'argile. Ce n'est absolument pas prouvé. Des experts disent que la nappe phréatique est affleurante. Et d'ailleurs, le tribunal, avec la confirmation de la Cour d'appel, a ordonné une expertise hydrogéologique qui est en cours. Donc déjà, on n'ouvre pas une décharge alors qu'il y a une telle incertitude sur le danger de pollution des eaux. Mais quels sont les risques justement pour la population et les élevages, les haras qui sont autour concrètement? C'est-à-dire que si les eaux sont polluées et 2 jours de déchets ont démontré qu'en aval il y avait une pollution très importante, notamment en métaux lourds, ça a une incidence immédiate sur la santé publique et sur l'élevage. Or, vous avez autour 160 haras avec des chevaux de grande valeur. Le moindre déséquilibre dans la pollution de l'air ou des eaux, c'est une catastrophe économique, une catastrophe écologique et une catastrophe sociale. Alors vouloir à tout prix démontrer qu'il n'y a aucun risque, c'est à mon avis totalement irresponsable et il est vraiment urgent que GDE prenne ses responsabilités au-delà des intimidations. Alors, on a vu cette semaine les militants anti-GDE réinstaller leur mobil-home dans un champ à proximité de l'entrée du site. Il y avait eu une évacuation par les forces de l'ordre il y a 10 jours. Comment aujourd'hui, Jacques Carle, sortir de cette crise? Est-ce que ça ne peut passer que par la fermeture du site? Il est évident que ça ne peut passer que par la fermeture du site. La décision qui a été prise, il faut le rappeler, a été prise par le tribunal administratif et l'État n'a pas fait appel. Donc il n'y avait aucune voie de recours possible. C'est exactement comme l'affaire Dreyfus. C'est ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Mais si on s'aperçoit que dans cette chose jugée, il y a des choses qui sont tout à fait anormales ou des erreurs qui ont été commises, il est extrêmement difficile de rouvrir le dossier et c'est bien pour ça qu'on a été obligé de lancer plusieurs procédures simultanées au tribunal civil, au tribunal administratif et au pénal également, pour faire en sorte que la vérité apparaisse. Aujourd'hui, la vérité est encore enfouie. Alors, concernant les procédures, vous avez porté plainte contre Alain Lambert, le président du Conseil général de l'Orne, et son ancien directeur de cabinet, Alain Pelleret. Tous les deux disent qu'ils n'ont absolument rien à se reprocher. Alain Lambert a porté plainte d'ailleurs contre les associations, contre les opposants pour dénonciation calomnieuse. Votre commentaire sur ces règlements de compte judiciaires à venir? Ce ne sont pas des règlements de compte, c'est des mises à jour des comptes. Ça n'a strictement rien à voir. Monsieur Alain Lambert, en 2007, a écrit un courrier officiel où il donnait un avis favorable à l'ouverture de ce site, alors même que le Conseil général n'était pas compétent sur le sujet. Et maintenant, il s'abrite derrière l'absence de compétence du Conseil général pour ne pas rouvrir le débat. Il pourrait au moins rouvrir le débat sur les conséquences économiques, écologiques et sociales de la création de ce site, qui sera une catastrophe pour la région. Je pense que c'est sa mission, c'est son rôle, c'est sa responsabilité. Maintenant qu'il est porté plainte contre nous en dénonciation calomnieuse, il ne pouvait pas faire moins, sinon il acceptait d'emblée d'être accusé. C'est à la justice de faire son œuvre. On a fourni des éléments. Je pense que les enquêtes vont se poursuivre et qu'elles mettront en évidence des choses tout à fait curieuses qui démontreraient qu'il y a eu pour le moins une aide significative de M. Lambert à GDE pour s'installer dans cette région. Affaire à suivre. Merci Jacques Carle d'avoir répondu à quelques questions dans cette émission La Voix est libre. Voilà ce que l'on pouvait dire donc ce midi sur ce dossier GDE qui a occupé encore une fois l'actualité cette semaine et qui certainement n'a pas fini justement de défrayer la chronique au cours des prochaines semaines. Alain Lambert, je vous propose à présent, comme promis, d'évoquer